Hello à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette deuxième émission de Il était une fois, l'émission où on parle de religion mais de plein d'autres choses autour et qui est ouverte à tous. Je vais vous laisser découvrir Aurélien que vous ne connaissez pas du tout, vraiment vous le découvrez totalement bien évidemment. Salut Maëva la Queen, effectivement les gens ne me connaissent pas, ça fait que 10 ans que je tiens cette chaîne du nom de ATV Productions. Et pour les intimes, je suis très heureux de te retrouver la Queen pour ce deuxième numéro, ce qui me permet de vous remercier toutes et tous, au nom de la Queen également, parce que la première émission, celle du 31 août, a fait une petite trentaine de vues, elle a fait son petit bout de chemin, nous on a surkiffé l'affaire, et il était évident qu'on parte pour une deuxième émission qui est donc aujourd'hui. Oui, carrément, on vous remercie vraiment énormément pour votre temps passé avec nous. Ça nous fait trop plaisir. C'est une émission qui nous tient à cœur tous les deux. Donc, merci infiniment pour vos vues. La Queen, je te propose qu'on se lance tout de suite dans le sommaire. Dans la toute première partie de cette émission qui s'intitule This is la question, je réponds à une question somme toute basique, mais cette semaine pas tellement, parce que je vais vous donner une réponse à une question que vous ne posiez peut-être pas. Comment est-ce qu'on décide de quand on Pâques dans l'année ? Pour la deuxième chronique, ce sera encore une fois le Docu News. Vous allez commencer à avoir l'habitude. Et cette fois-ci, on s'intéresse à une date qui me tient tout particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de ma date d'anniversaire, mais surtout de la Toussaint. On va vous donner quelques petites infos avec une info intox sur tout savoir sur la Toussaint. Et puis en fin d'émission, le déjà très culte, je sais que ma l'adore, 7 faits sûrs qui va vous raconter 7 faits insolites ou basiques ou que simplement vous ne saviez pas sur un lieu, un personnage, un site historique. Et pour cette émission, on se consacre à la grande Notre-Dame de Paris qui va bientôt réouvrir. C'est pour ça qu'on a décidé de la mettre à l'honneur pour cette émission. Voilà pour le sommaire de cette superbe émission, sans vouloir me vanter bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite avec la première chronique. Aurélien, mais comment décide-t-on de quand on Pâques, dis donc ? Alors là, je suis quasiment sûr de vous poser une colle. Donnez-moi le point commun entre le 12 avril 2020, le 4 avril 2021, le 17 avril 2022, le 9 avril 2023 ou encore le 31 mars 2024. Bon, vous n'êtes pas bêtes, vous connaissez déjà le sujet, donc oui, ce sont bien les 5 dernières fois que l'on a fêté Pâques. Donc du coup, le lien n'est pas évident. Pourquoi est-ce que ces dates sont totalement incongrues alors que le 25 décembre pour Noël ou le 15 août pour l'Assomption, on sait concrètement ce que c'est. Donc, réponse. Vous doutez bien que ces dates de Pâques ne sont pas mises comme ça sur la table. C'est pas le fruit du hasard, et vous avez raison. En fait, il y a une logique super bien construite derrière, et pour la comprendre, il faut remonter 1700 ans en arrière. Nous sommes en 325, autant vous dire que la fibre n'est pas encore arrivée à Combourg City, et nous sommes en plein concile de Nicée. Ce concile réunit tout plein d'évêques de l'Empire romain pendant presque 2 mois pour débattre et répondre à des questions sur tout un tas de choses, notamment sur la date à laquelle il sera décidé de fêter Pâques. En fin de compte, ce qui est décidé, c'est que la date choisie sera le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Vous n'avez rien compris ? Eh ben ça tombe bien, moi pareil. Alors on va reprendre avec un schéma un peu plus simple. Vous placez votre curseur le jour du printemps et vous regardez que les jours qui tombent après. Vous regardez quand est-ce que tombe le jour de la première pleine lune du printemps. Et une fois qu'elle a eu lieu, eh bien c'est le dimanche tout de suite après. Et là, bien vous avez votre dimanche de Pâques. Grâce à cette définition, on peut alors considérer que Pâques ne pourra jamais avoir lieu avant le 22 mars, et ça ne pourra pas être après le 25 avril. Et toujours grâce à cette définition, le calendrier de la lune, vous le connaissez, il est très rigoureux. Elle fait toujours le même tour, la lune elle ne se barre pas, elle va pas faire une sortie shopping à Alma. Je peux déjà vous dire,
la date de Pâques jusqu'en 2040. Ce sera le 1er avril, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais j'avais envie de lâcher cette anecdote. Plus proche de nous pour l'année prochaine, en 2025, ce sera le 20 avril. Fun fact, si vous aimez les maths, le calcul, le numérique, les tableurs LibreOffice, bref tout ce que moi je n'aime pas, il existe dans certains tableurs des fonctions qui permettent de savoir la date des fêtes de Pâques, même celles que l'on ne connaîtra jamais. Le calcul de cette date est donc super important parce qu'en fait ça régit quasiment l'ensemble du calendrier liturgique. Ce sera le cas pour la Pentecôte, le lundi de Pâques bien évidemment, le carême, enfin bref, tout est pensé là-dedans. Pâques, c'est pas un hasard les amis. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations sur Pâques et sur sa date. C'était vraiment trop intéressant. On est parti pour la deuxième chronique. C'est du coup, comme on vous l'a dit, une info intox sur la Toussaint. Plein d'informations sur qu'est-ce que c'est la Toussaint, de quoi on parle, etc. etc. Donc c'est parti. C'est aujourd'hui le tout premier jour des vacances de la Toussaint 2024, alors pour ce docu-news du jour, on vous propose d'en savoir plus sur cette fête qui, quand on y pense, est finalement plutôt méconnue de nous tous. C'est-à-dire que la Toussaint, on la vit tous, on sait tous ce que c'est, mais concrètement, eh bien, si vous ne savez pas l'expliquer, bienvenue dans l'info intox de la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête des morts. C'est une intox. Quand on explique aux jeunes ce qu'est la Toussaint, on dit souvent que c'est la fête des morts et que c'est pour ça que l'on va fleurir les tombes et les cimetières. Mais ce petit raccourci, c'est pas tellement juste en fait. La Toussaint, j'ai envie de vous dire que tout est dans le nom. C'est la fête de tous les saints. On sait qu'elle existe depuis au moins le 8e siècle, peut-être avant, et on sait aussi qu'elle n'a pas été instituée par la Bible. Ça a été une décision prise par l'ensemble de la communauté chrétienne de l'époque qui a tenu à célébrer les martyrs de la religion, pour certains devenus saints, mais aussi pour les saints inconnus. Il existe cependant une fête des morts, prenez votre calendrier, c'est le 2 novembre, mais ça n'a rien à voir avec la Toussaint. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas parce que c'est marqué défunt le 2 novembre. La chrysanthème, c'est l'emblème de la Toussaint. Ça, c'est une info. Ce qui nous permet d'ailleurs de vous parler de cette tradition d'aller fleurir les tombes. On risque de vous l'apprendre, mais cette tradition est super récente vis-à-vis de l'histoire. Elle a un peu plus de 100 ans seulement. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les Français sont meurtris par ce conflit dans lequel ils ont perdu des hommes au sein de leur famille. Hommes, fils, neveux, frères, etc. Clémenceau, le chef des ministres de l'époque, invite alors toutes les familles à déposer des fleurs lorsqu'elles partent se recueillir sur les tombes dans les cimetières. Du coup, petite question. Si le jour des défunts, c'est le 2 novembre, pourquoi on fleurit les tombes la veille ? Il faut réfléchir avec du bon sens en fait. Pour se déplacer en famille, pour rendre hommage à ses morts, il faut un peu de temps. Et ce temps-là, on le trouve plutôt un 1er novembre qui est férié pour tous ou un 2 novembre qui est plutôt un jour banal sur le calendrier ? Pas besoin de vous donner la réponse, vous la connaissez déjà. Et petit clin d'œil, pour beaucoup, une fête, ça se souhaite la veille. Alors finalement, fêter ses morts le 1er novembre, ça prend tout son sens. Et enfin, pourquoi avoir choisi les chrysanthèmes ? Bah là, pareil, c'est du bon sens et un peu de logique. Fin octobre et novembre, regardez autour de vous et cherchez-moi des fleurs sauvages qui poussent. Et bah, il n'y en a pas tellement, sauf une variété, et vous avez compris lesquelles, il s'agit bien des chrysanthèmes. Avec leur palette de couleurs vives et variées, elles apportent une touche de joie dans un cimetière pourtant maussade à la base. Halloween n'a rien à voir avec la Toussaint. Intox. Qu'Halloween ne soit pas une fête chrétienne, nous sommes tous d'accord pour le dire. Et d'ailleurs, un certain nombre de chrétiens n'apprécient pas du tout cette fête populaire qu'ils estiment dégradante pour nos défunts et que l'on réduit à des fantômes. Bon, chacun son avis sur la question, mais de là à dire que la fête d'Halloween est totalement à dissocier de la Toussaint, bah ça c'est pas vrai. Déjà dans son nom, Halloween est directement inspiré de la Toussaint. Si l'on coupe et recoupe le mot Halloween, celui-ci est la contraction de All Hallows Eve, qui est lui-même la contraction de The Eve of Hallows Day. Et que là, on va pouvoir traduire en la veille de tous les saints. Et tous les saints, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est la Toussaint. Halloween est l'héritage d'une fête gaélique irlandaise qui a été amenée aux États-Unis avec l'immigration de nombreux Irlandais en quête de leur rêve américain. Rappelez-vous de vos cours d'anglais au lycée, ça prenait la moitié du programme de l'année. Cette ancienne fête de laquelle Halloween est inspirée s'appelait Samhain, mais à un moment donné elle est un peu tombée dans l'oubli et les chrétiens ont un petit peu saisi cette opportunité pour vous proposer la Toussaint en grande fête obligatoire.
Les fêtes n'ont rien à voir certes, mais la Toussaint a pris le pas sur Samhain, la preuve encore, parce que de Samhain, il nous reste encore un petit peu Halloween. La Toussaint est une fête triste et maussade. Intox. Et plus encore, je dirais même grosse intox. Ça nous permettra même de clôturer ce docu-news sous forme de bilan. Telle qu'on la voit, telle qu'on la vit, c'est vrai que la Toussaint, c'est pas la fête de la musique. L'ambiance est terne, les chansons tristes, souvent il pleut, bref, morbide un peu, hein. Mais l'église, c'est pas du tout ce qu'elle prône à la base, c'est pas du tout une fête triste. La Toussaint en elle-même, encore une fois, c'est la fête de tous les saints. Des saints que l'on doit donc célébrer en l'honneur de leur vie, de leur combat. Mais la commémoration des défunts ayant un petit peu pris la place sur le 1er novembre plus que sur celle du 2 qu'elle devrait être, et la Toussaint est, par tradition, devenue une fête bien plus triste que ce qu'elle ne devrait être à la base. Alors vous savez quoi, dans une petite dizaine de jours, pensez-y. Pensez à égayer cette fête de la Toussaint tombée dans une célébration un peu trop tristounette. Et si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour Maëva la Queen, parce que ce jour-là, c'est celui de son anniversaire. Il était une fois, c'est bientôt terminé, mais vous allez commencer à prendre le pli. Terminer l'émission sans un set fessure, c'est comme terminer un bon repas sans un dessert. Ça marche pas, il faut terminer sur une note sucrée, joyeuse et positive. C'est pourquoi on vous emmène à Notre-Dame de Paris pour cette émission. Vous allez découvrir nos 7 faits qu'on a choisis avec Maëva la Queen. On y va maintenant. Numéro 1, Notre-Dame existait déjà au Moyen-Âge. Je ne suis pas certaine que je vous donne un scoop, mais quand même. Imaginez un peu le Moyen-Âge avec ses paysans et un Paris tout petit. Notre-Dame était là. La découverte de l'Amérique, Notre-Dame était déjà là. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, la Révolution, Notre-Dame l'a vue de ses propres yeux. Elle n'aura pas non plus eu raison des grands changements apportés par la Révolution industrielle et du redessinage de Paris. Même les guerres n'auront pas fait tomber Notre-Dame. Depuis le début de sa construction en 1163, ce sont bien des événements qu'elle a vécus. Numéro 2, le parvis de Notre-Dame est le point zéro des routes de France. Si vous avez déjà visité Notre-Dame, et notamment le parvis qui la précède, vous avez peut-être vu une sorte de rose des vents en bronze dans le sol. Ne pensez pas que c'est une petite déco sympathique, il s'agit là du point zéro des routes de France. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que c'est à ce point précis que décollent les 14 routes nationales qui traversent la France et vous emmènent là où vous voulez passer vos prochaines vacances. Alors quand vous voyez les bornes qui longent ces routes avec les kilomètres qui restent jusqu'à Paris, ce que l'on compte, ça décolle bien du parvis de Notre-Dame, qui porte d'ailleurs le nom de Jean-Paul II en l'honneur du pape. Et d'ailleurs, petite anecdote sur ce parvis, pendant la reconstruction de Notre-Dame, c'est précisément ici même que se sont déroulées des messes importantes comme pour Pâques. Enlevez une église aux chrétiens, ils vous trouveront le parvis. Numéro 3, la cathédrale a connu 3 flèches qui l'ont surplombée. C'est certainement l'image qui nous a le plus marqué ce soir du 15 avril 2019, et celle qui a fait le tour du monde entier. La flèche de Notre-Dame, embrasée, qui s'écrase en plein cœur de la bâtisse. Mais vous ne le saviez peut-être pas, cette flèche ne fut pas la première de la cathédrale. La première flèche date du XIIIe siècle, sans date précise car personne n'a réussi à se mettre d'accord. Cette flèche a quitté ce monde pendant la Révolution, notamment parce qu'elle a assez mal vieilli. En même temps, une flèche en plomb sur 83 mètres, ornée de clochettes, ça pèse un peu. Alors passé 1700, la flèche commence à s'affaisser à cause du vent, alors les révolutionnaires trouvent la solution. Ils la descendent pour récupérer le plomb dessus. C'était pas du tout pour aider la cathédrale, vous vous en doutez bien. 1842, un concours est lancé pour définir qui va travailler sur Notre-Dame. C'est ainsi que Viollet le Duc propose de rétablir la flèche telle qu'elle l'était il y a quelques années. Banco, le gouvernement en vigueur valide et la nouvelle flèche est inaugurée en 1859. Toujours en plomb, celle-ci s'élève désormais à 96 mètres au-dessus de la cathédrale. Pas la peine de vous demander qui l'a mise à terre, celle-là, ce sont les flammes. Alors qu'en est-il pour la suite ? Eh bien, il a été décidé en juillet 2020 de reconstruire la flèche telle qu'elle était. Et c'est à la fin de l'année 2023 que celle-ci a retrouvé sa place là où elle doit être,
sur le toit de Notre-Dame. Numéro 4, Notre-Dame a recueilli la couronne d'épines du Christ. Alors celle-là, vous ne l'aviez pas vue venir, et nous non plus. En 1239, le roi Saint-Louis a en sa possession plusieurs reliques venues directement de la mort du Christ. Chez nous les chrétiens, on appelle ce moment la Passion. Dans sa besace, Louis IX donc ramène avec lui un bout de la croix de Jésus et la couronne d'épines. On l'appelle la Sainte Couronne. Vous imaginez quand même l'importance de ce qu'il possède entre ses mains. C'est pourquoi il demande la création d'une Sainte Chapelle à Paris sur l'île de la Cité, c'est-à-dire juste derrière la cathédrale Notre-Dame qui existe déjà. Le souci, c'est qu'une chapelle, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et surtout pas à cette époque. Et du coup, le temps de soulever de terre cette chapelle, on décide de stocker les reliques directement dans la cathédrale Notre-Dame juste à côté. Numéro 5. Plus de 35 messes sont célébrées chaque semaine dans la cathédrale. Il y en a qui ont les 35 heures par semaine, et bien nous on va parler du prêtre qui se farcit 35 messes par semaine. On va pas se faire tout le programme, mais retenez que plus ou moins chaque jour, vous pouvez assister à une messe à 8h, puis à 9h du matin. Ensuite, ça continue à midi avant les vêpres à 17h45, puis une dernière messe passé 18h. Le dimanche, c'est pareil et vous pouvez même rajouter une messe internationale. Bon, évidemment, tout ça c'était encore en vigueur avant l'incendie de 2019. Pourvu que l'ensemble de ces rendez-vous avec les chrétiens reprennent leur place dans la vie quotidienne sur l'île de la Cité. Numéro 6, les travaux de la cathédrale ont fait ressurgir des secrets insoupçonnés. Après l'incendie de 2019, il a fallu remettre sur pied la cathédrale, un travail bien plus complexe qu'il n'y paraît. En nettoyant de fond en comble les lieux et les dégâts laissés par cet événement, le chantier a révélé de nombreux secrets, comme de très belles décorations. Exemple avec des motifs de trèfle qui jonchaient des piliers de la cathédrale lors d'un baptême impérial en 1856. Mais ce n'est pas tout, ce petit lifting express a aussi révélé des peintures et des nouvelles couleurs. À croire presque que la cathédrale en avait bien besoin. Plus fort encore, ce sont des sarcophages qui ont été retrouvés par des archéologues, et après plus amples analyses, le poète Joachim du Bellay ferait partie des personnes qui ont reposé dans la cathédrale depuis tout ce temps. La cathédrale aura eu donc bien des secrets à nous révéler, et peut-être encore d'autres, qui sait. Numéro 7, Notre-Dame fait pleinement partie de notre culture populaire. Il est venu le temps des cathédrales. Merci à Aurel de m'avoir laissé cette partie affligeante. Mais oui, Notre-Dame, outre la cathédrale, c'est un roman de Victor Hugo, très célèbre, avec Quasimodo, Esmeralda, la biquette qui va avec, bon, surtout chez Disney. Livre qui a donné lieu à plusieurs films et aussi, vous l'avez compris, à une comédie musicale qui a révélé de très grands noms comme Garou, Hélène Ségara ou encore Patrick Fiori, qui doivent donc beaucoup à notre Baptiste star du jour. D'ailleurs, cette célèbre comédie musicale de la fin des années 90 tourne encore aujourd'hui. On parle de musique là, mais partout ailleurs, Notre-Dame est bel et bien la star qu'elle croit être. Bande dessinée, littérature et même jeux vidéo, la cathédrale Notre-Dame est décidément l'emblème de la France le plus majestueux. Bah là, je crois la Queen que tout est bon. Bah voilà, ça y est, on a fini nos affaires. Et oui, c'est déjà la fin de Il était une fois. Quelle tristesse, mais merci Aurélien en tout cas pour cette émission, c'était trop sympa. On a appris encore une fois plein de choses, que ce soit sur Pâques, sur la Toussaint, sur Notre-Dame. Vraiment, on a surtout appris que je n'étais pas une chanteuse, mais ça je pense qu'on le savait déjà. Ah, le temps des cathédrales, je suis pas beaucoup mieux, mais de toute façon la Queen, s'il y a bien un truc sur lequel on se rejoint, c'est pas The Voice, ça c'est sûr. Mais merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi, merci à vous d'avoir écouté notre seconde émission. Une troisième est en préparation, elle arrive pour décembre, en plus ce sera les fêtes, alors encore mieux, elle aura toute sa place dans notre petit planning d'ATV. Les amis, on se retrouve très bientôt, merci beaucoup la Queen. Merci à toi, on fait des gros bisous.